dégénéré depuis avril. L'AFC M23 a continué de gagner des territoires à Massissi, Walikale et Lubero. Elle s'est emparée de terres contrôlées par des groupes armés locaux sous la houlette des Ouazalendo. Le 6 août, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a fait une déclaration indiquant que d'après des rapports crédibles du Bureau de l'ONU pour les droits de l'homme, 319 civils, dont au moins 48 femmes et 19 enfants, auraient été tués par l'AFC M23, appuyés par les membres des forces de défense du Rwanda du 9 au 21 juillet dans 4 villages sur le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Ces massacres sont la terrible conséquence d'une campagne militaire ciblant les bastions traditionnels des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Lors de ces opérations, des centres de santé, des infrastructures également ont été détruites, des villages incendiés, des récoltes confisquées, et nombre de civils n'ont eu d'autre choix que de fuir ou de travailler contre leur gré. Le fait que les FDLR et les combattants Nyatura se soient mêlés à la population et attaqué des positions isolées des forces de défense du Rwanda et du M23 n'a fait que contribuer à la peur et la méfiance ambiante. Au sud de Kivu, les lignes de front sont restées stables pour l'essentiel. Cependant, la multiplication des escarmouches risque d'exacerber les tensions interethniques. Dans l'Ituri, la situation sécuritaire s'est nettement détériorée depuis le début du mois de juillet, malgré les progrès réalisés dans le cadre du dialogue intergroupe armé à Aru du 23 au 29 juin. Les factions Zaïre affiliées à la Convention pour la Révolution populaire, CRP, menée par Thomas Lubanga, ont accru leurs opérations contre les positions armées du gouvernement en ciblant parfois les civils. La Codeco a également repris les hostilités en riposte aux activités de la CRP. Dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri, les forces démocratiques alliées continuent de gravement menacer les civils. 185 civils, y compris des enfants, ont été tués depuis début juillet. Des centaines ont été enlevés pendant la même période. À la suite du massacre de Komanda le 27 juin, qui a coûté la vie à 43 personnes, dont 19 femmes et 9 enfants, les ADF ont continué de commettre des massacres au quotidien. Du 11 au 18 août, dans le grand nord du Nord Kivu, les ADF ont tué à peu près 50 civils, dont 7 femmes et 2 enfants. Elles ont incendié des maisons et enlevé un nombre encore inconnu de civils. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo fait face à l'une des urgences humanitaires les plus graves au monde. L'insécurité alimentaire s'aggrave alors que les familles n'ont plus accès à leurs terres et alors que leurs récoltes sont confisquées. À ce jour, 5,9 millions de Congolais sont déplacés dans le pays, dont 1 million au nord Kivu et 1,5 million au sud Kivu. Les familles sont régulièrement déracinées, prises au piège du cercle vicieux de la peur et du déplacement. Cette instabilité incessante met à mal la cohésion sociale et hypothèque toute perspective de paix et de relèvement sur le long terme. Nous ne pouvons tolérer ces souffrances indicibles et les atrocités récurrentes qui sont
devenue quotidienne à l'est de la RDC pour protéger les civils, rétablir l'ordre public et satisfaire les besoins humanitaires de la population. Les parties doivent cesser les hostilités, doivent respecter et honorer leurs engagements en vertu de la résolution 2773 dans leur totalité, avec le soutien continu du Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité, l'adoption par la RDC et le Rwanda du mandat du comité mixte de contrôle et du mécanisme de coordination conjointe de l'accord de Washington ainsi que la déclaration de principe sur un cadre d'intégration économique régionale sont autant de mesures encourageantes. Toutefois, il convient de souligner que même si l'engagement en faveur du processus est le bienvenu, cela ne peut nullement remplacer la cessation réelle des hostilités sur le terrain et les mesures concrètes pour que cessent les conflits à l'est de la RDC. Il faut faire davantage, notamment pour renforcer la coordination et la cohérence entre les différentes initiatives de paix en cours. Conformément à son mandat, la MONUSCO utilisera ses capacités et connaissances spécialisées pour appuyer tous les efforts de paix en cours. La semaine prochaine, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, se rendra en Angola, qui assume la présidence de l'Union africaine, afin de voir comment l'ONU peut au mieux appuyer les efforts de paix menés par l'Afrique. La feuille de route élaborée par les grands groupes religieux de la RDC en faveur d'un dialogue inclusif représente une mesure importante pour renforcer l'appropriation nationale des efforts de paix. L'objectif est de s'attaquer aux facteurs sociopolitiques et économiques profonds du conflit et de l'instabilité en RDC. Alors que nous sommes à un tournant pour la RDC et la région, il est essentiel que le Conseil de sécurité appuie pleinement les efforts de paix, use de son influence pour garantir leur respect et la conformité avec la résolution 2773. Toutes les parties doivent honorer leurs engagements et obligations. Elles doivent donner la priorité au bien-être des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui continuent de souffrir de la crise actuelle. La situation sur le terrain reste grave, mais nous avons toutes les raisons d'espérer qu'avec l'engagement des parties et l'appui concerté de la communauté internationale, la paix pour la population de l'Est de la RDC est possible. Merci de votre attention. Je remercie Madame Pobi de ces informations. Et je vais à présent donner la parole aux membres du Conseil de sécurité souhaitant la prendre. Les États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Merci à la sous-secrétaire générale Martha Pobi de cet exposé. Les États-Unis ont demandé la convocation de cette réunion en raison d'une recrudescence effarante de la violence à l'est de la RDC qui a provoqué de nombreux morts parmi les civils. Ces attaques vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'accord de paix bilatéral RDC-Rwanda et de la déclaration de principe RDC-M23. Que les choses soient très claires, les massacres commis par le M23 appuyé par le Rwanda contre les civils dans le territoire de Rutshuru et ailleurs sont atroces et les États-Unis les condamnent fermement. En outre, selon les informations du gouvernement américain, le M23, avec l'appui des Rwandais, ont affronté près de Mulamba les forces de la RDC dans la province du Sud Kivu depuis le 8 août. Nous sommes également vivement préoccupés par les attaques contre les civils perpétrées par des groupes armés avec le soutien de certains membres de l'armée congolaise au nord et au sud de Kivu.
Les attaques de l'IEL contre les chrétiens en RDC montrent l'instabilité généralisée à l'est de la RDC. Nous saluons les efforts de l'ONU et des ONG qui cherchent à faire toute la lumière sur ces agissements inacceptables et nous condamnons tous les efforts visant à discréditer les rapports de la MONUSCO et du HCDH concernant ce conflit. Monsieur le Président, les États-Unis comptent que la RDC et le Rwanda honorent leurs engagements à cesser les hostilités et à régler les différends de façon pacifique grâce au comité de contrôle mixte créé en vertu de l'accord de paix du 27 juin. Nous comptons également que la RDC et le M23 agissent en toute bonne foi en vertu de la déclaration de principe signée à Doha, où les deux parties se sont engagées en faveur d'un cessez-le-feu permanent. La poursuite des hostilités va à l'encontre des accords signés par les parties. Les États-Unis exigeront que les saboteurs de la paix rendent des comptes et nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à émuler cet exemple. L'accord de paix et la déclaration de principe sont publics afin de faire en sorte que la population de la région puisse voir la voie de la paix et de la prospérité pour faire en sorte que toutes les parties honorent leurs engagements et leurs obligations. D'ores et déjà, nous avons pris des mesures dans ce sens le 12 août lorsque les États-Unis ont sanctionné 4 entités produisant des minerais de conflit à l'est de la RDC. Monsieur le Président, nous saluons l'Union africaine qui a accueilli la première réunion du mécanisme conjoint de sécurité le 7 août, ce qui a conduit au concept d'opération du plan harmonisé pour neutraliser les FDLR et lever les mesures de défense du Rwanda. Nous exhortons la RDC à mettre en œuvre la première phase de préparation immédiatement et à respecter le calendrier conformément à l'accord de paix du 27 juin, y compris le retrait par le Rwanda de ses forces du territoire de la RDC. Nous félicitons le Qatar de ses efforts pour organiser les médiations à Doha entre le gouvernement de la RDC et le M23. Nous saluons également les efforts du CICR pour parvenir à des mesures de confiance entre les deux parties. Nous saluons les efforts du président togolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans cette crise, ainsi que les 5 facilitateurs désignés par la CE et SADC. Nous saluons également la Commission de l'Union africaine qui joue le rôle de secrétariat des facilitateurs et nous les exhortons à mettre en œuvre le plus rapidement possible leur mandat. La mise en œuvre du cadre régional d'intégration économique est tributaire du respect par toutes les parties de leurs obligations en vertu du processus de paix. Les États-Unis sont prêts à appuyer ces efforts grâce à des investissements qui profitent aux États-Unis et la population de la région. Cependant, pour concrétiser ces possibilités, le contrôle de la région doit revenir au gouvernement de la RDC avec une structure gouvernementale qui soit représentative des communautés locales. Chers collègues, pour faire face à la crise au nord et sud Kivu, il faut prendre des mesures qui permettront de promouvoir la paix à l'est de la RDC. Il nous faut exiger que les groupes armés et tous les saboteurs rendent des comptes de leurs agissements atroces et que toutes les parties honorent leurs engagements et leurs obligations. Je vous remercie. Je remercie la délégation des États-Unis et je donne à présent la parole à la France. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier la sous-secrétaire générale, Mme Martha Pobby, pour ses remarques, ainsi que les États-Unis d'avoir demandé cette réunion. Comme cela a été relevé par les Nations Unies, nous sommes confrontés, une nouvelle fois, à une dégradation très préoccupante de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je soulignerai 3 points. Tout d'abord, l'escalade des attaques contre les civils par les groupes armés et les groupes terroristes dans l'Est de la RDC est inacceptable. Elle s'ajoute à une situation humanitaire déjà catastrophique et qui ne cesse de se dégrader. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, M. Volker Turk, a récemment fait état d'attaques
menée en juillet par le M23 contre un grand nombre de civils au Nord Kivu. D'autres groupes armés, comme la Codeco, continuent de multiplier les violences contre les civils. Dans le même temps, le groupe terroriste des forces démocratiques alliées, affilié à Daesh, a perpétré une attaque contre une église à Komanda, en Ituri, attaque que le Conseil de sécurité a condamnée, et de nouveau la semaine dernière dans les territoires de Béni et de Lubero. Ces violences doivent cesser. Les responsables de ces atrocités doivent être poursuivis. La France réaffirme son plein soutien à la MONUSCO et à la mise en œuvre de son mandat pour protéger les civils. Elle appelle à la levée immédiate de toutes les entraves à la liberté d'action de la MONUSCO. Deuxième point, cette situation souligne la nécessité renouvelée de soutenir sans relâche la dynamique engagée par le processus de paix. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont conclu un accord de paix le 27 juin dernier avec la facilitation des États-Unis. Cet accord doit permettre des progrès en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La France a salué cette avancée et elle encourage vivement les parties à honorer de bonne foi leurs engagements. Cela inclut le retrait des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais, l'arrêt de tout soutien étranger à l'ensemble des groupes armés, y compris celui des forces rwandaises de défense au M23, tout autant que cela inclut la neutralisation des FDLR. La France appelle au respect des engagements pris par la RDC et la FCM 23 dans la déclaration de principe signée le 19 juillet à Doha, mettant notamment en place un cessez-le-feu. Nous saluons l'engagement du Qatar et soutenons la reprise et la conclusion de pourparlers à Doha en vue d'un accord global de paix qui soit conforme à l'objectif de restauration de l'autorité étatique de la RDC dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté congolaise. Monsieur le Président, le Conseil doit rester mobilisé pour veiller au suivi et au respect de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité, et des accords qui y concourent. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité a exprimé sans ambiguïté les obligations qui incombent aux parties, autour d'une conviction centrale. Il n'y a pas de solution militaire au conflit dans les Grands Lacs. Seul le dialogue doit permettre de traiter les causes profondes des conflits en vue d'une paix durable. Nous sommes déterminés à travailler à cette fin avec le médiateur de l'Union africaine, ainsi qu'avec les États-Unis, le Qatar et l'ensemble des acteurs engagés dans la réussite des différents processus de médiation. Nous rappelons la nécessité de la convergence et de la coordination entre ces initiatives, ainsi que du rôle central pour les Nations Unies. La France poursuivra son engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de la paix, de la stabilité et de la sécurité de l'ensemble de la région. Je vous remercie. Je remercie la France de sa déclaration et donne la parole à la Sierra Leone. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des membres de la 3+, en l'occurrence l'Algérie, le Guyana, la Somalie et mon propre pays, la Sierra Leone. Nous vous remercions d'avoir convoqué cette réunion à la demande des États-Unis. Je remercie la sous-secrétaire générale Martha Pobi de son exposé exhaustif et édifiant. Nous saluons la participation du représentant de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Monsieur le Président, cette réunion est convoquée moins de 2 mois après la signature d'un accord de paix entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et le Rwanda, et la signature d'une déclaration de principe entre le gouvernement de la RDC et du groupe armé M23. Toutefois, tel qu'indiqué par Madame Pobi, la sécurité à l'est de la RDC reste précaire, les souffrances sont généralisées et des civils innocents continuent de perdre la vie. Qu'il s'agisse du massacre brutal sur le territoire de Béni perpétré par les ADF ou encore des attaques sur le territoire de Djougou perpétrées par la Convention pour la Révolution populaire CRP et les militants Zahir, ainsi que les attaques incessantes sur le territoire de Massissi perpétrées par le M23, le tribut humain de ce conflit ne cesse de
s'alourdir alors qu'il y a de plus en plus de morts, de blessés, de déplacements massifs, de famines, maladies, violences sexuelles et destruction de l'infrastructure civile. Il est essentiel de redoubler les efforts diplomatiques pour mettre un terme au conflit sous toutes ses dimensions. Par voie de conséquence, les A3+, voudrait mettre en exergue 3 éléments essentiels. Premièrement, nous exprimons notre vive préoccupation face à la poursuite des attaques perpétrées par le M23, ADF, la Codeco et autres groupes armés, malgré l'existence d'accords de cessez-le-feu. Nous appelons à des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les atrocités commises par les groupes armés en RDC. Il faut que les auteurs rendent des comptes. Nous sommes découragés de voir que l'accord de paix n'a pas encore conduit à une véritable amélioration sur le terrain et que le peuple congolais continue de payer le lourd tribut de l'instabilité et de la violence à l'est du pays. Deuxièmement, les A3+ sont d'avis qu'un règlement politique est la seule façon de pérenniser la paix en RDC. Nous nous félicitons des efforts régionaux en cours qui ont jeté les fondements de la signature de l'accord de paix entre le gouvernement du Rwanda et la RDC. Nous soulignons le rôle décisif de l'Union africaine et des mécanismes infrarégionaux pour parvenir à un règlement durable du conflit à l'est de la RDC sous la houlette du président Faure Gnassingbé de la République du Togo. Nous saluons également les efforts de facilitation complémentaires consentis par le gouvernement des États-Unis ainsi que les efforts de médiation continus entre le gouvernement de la RDC et le M23 sous la houlette de l'émir du Qatar. Nous saluons également les efforts de coopération entre les acteurs régionaux et l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, M. Huang Xia, y compris et les réunions récentes du mécanisme de coordination conjoint pour la sécurité qui se sont tenues plus tôt ce mois-ci dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix. Troisièmement, nous sommes vivement préoccupés par les violations répétées du cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Nous appelons donc à la création d'un mécanisme de vérification robuste et crédible chargé de faire le suivi de l'accord de paix. Les violations de l'accord du cessez-le-feu ne font qu'exacerber une situation humanitaire déjà difficile. À l'occasion de la journée humanitaire mondiale célébrée mardi, nous saluons le sacrifice des travailleurs humanitaires. Nous réaffirmons notre solidarité avec les populations qu'ils servent. Nous exhortons la communauté internationale à renforcer l'appui apporté à la population congolaise. Nous appelons les groupes armés à se conformer au droit international, y compris en garantissant l'accès humanitaire. À ce sujet, nous exhortons tout particulièrement le M23 à mettre fin au couvre-feu quotidien imposé aux civils dans le territoire de Rutshuru. Le tribut payé par les civils est immense. En guise de conclusion, les A3+ réitèrent leur solidarité avec la population de la RDC et leur engagement en faveur de la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous sommes engagés à appuyer toute initiative visant à mettre fin à la crise. La communauté internationale doit préserver l'élan créé et maintenir la pression diplomatique pour garantir la pérennisation de la paix en RDC. Merci. Je remercie la délégation de la Sierra Leone de sa déclaration et je donne à présent la parole à la délégation de la Chine. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convoqué la réunion d'aujourd'hui. Je remercie la sous-secrétaire générale Pobi pour son exposé. Je salue les représentants de la RDC et du Rwanda participant à la réunion d'aujourd'hui. Le conflit et les violences dans l'est de la RDC se poursuivent et font peser un lourd tribut sur les civils. C'est préoccupant. La communauté internationale doit en faire plus pour garantir la désescalade et restaurer la paix dans le pays. J'aimerais mentionner les éléments suivants. Premièrement, les violences perpétrées contre les civils sont inacceptables. Les informations nous indiquent que le mois dernier, les groupes armés dans l'est de la RDC ont attaqué à maintes reprises des civils et détruit des infrastructures civiles, faisant des centaines de morts. Nous nous opposons à ces attaques, nous les condamnons et nous appelons à des enquêtes sérieuses pour garantir la reddition de comptes. La communauté internationale doit exhorter tous les groupes armés de l'Est de la RDC à respecter le droit international humanitaire, à cesser les violences et à procéder au processus de désarmement
tout en épaulant la RDC pour préserver la vie des citoyens et des ressortissants étrangers. Nous devons contribuer à mettre fin au conflit. Nous réitérons notre appui en faveur des efforts déployés par le gouvernement de la RDC pour asseoir l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Deuxièmement, l'élan obtenu en matière de négociation et de dialogue doit être préservé. Le dialogue entre la RDC et le Rwanda a suscité un espoir prometteur. Nous devons donc appeler avec insistance les deux pays à honorer leurs obligations, notamment celles relevant de la résolution 2773 adoptée au consensus. Nous devons garantir le règlement du conflit, la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Congo et le Rwanda. Il faut donc que les parties agissent de bonne foi et ne freinent pas le processus. Nous saluons les efforts de médiation du Qatar, ce qui a donné lieu à la signature d'une déclaration de principe entre la RDC et les M23. Alors que les négociations de Doha en sont à la phase la plus critique, nous appelons le M23 à cesser les hostilités et à procéder à un dialogue de bonne foi avec le gouvernement de la RDC. Nous comptons sur le Qatar qui va travailler avec les deux parties pour parvenir à un accord de paix pérenne s'attelant aux causes profondes du conflit. L'Union africaine et les organisations infrarégionales travaillent de longue date pour mettre fin au conflit dans la région. La communauté internationale devrait appuyer le rôle de ces mécanismes régionaux et celui de l'ONU. Troisièmement, la crise humanitaire dans le pays nécessite notre attention urgente. Les violences qui se poursuivent dans la région ont déplacé des millions de personnes. Cela exacerbe la situation humanitaire de la région, surtout pour les pans vulnérables tels que les femmes et les enfants. Étant donné les circonstances, nous n'avons plus de temps à perdre pour garantir l'accès humanitaire et renforcer les opérations humanitaires. C'est urgent. La communauté internationale doit appuyer la réouverture de Goma et de l'aéroport de Kagoumou pour garantir l'acheminement d'alimentation et autres denrées essentielles et permettre aux personnes déplacées de regagner leur foyer. L'ONU nous a mis en garde au sujet des coupes budgétaires immenses pour l'assistance humanitaire dans la région. Les bailleurs de fonds traditionnels doivent honorer leurs obligations internationales. Il faut combler le gouffre du financement pour alléger les souffrances des populations frappées. Monsieur le Président, l'Est de la RDC souffre de conflits et de violences depuis trop longtemps. Ce conflit qui se poursuit déstabilise non seulement la RDC, mais hypothèque la paix régionale et le développement. Les pays de la région seront toujours des pays voisins et donc devront s'unir en rejetant la confrontation, en faisant le choix de la coopération. Nous pourrons promouvoir la paix et la prospérité partagée. La communauté internationale doit agir de façon impartiale et responsable pour contribuer à la restauration de la paix. La Chine est prête à continuer à travailler de façon constructive pour atteindre cet objectif. Merci. Je remercie la Chine de sa déclaration et donne la parole au Royaume-Uni. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la sous-secrétaire générale Pobi pour son exposé et je salue les représentants du Rwanda et de la RDC qui participent à la réunion. J'ai 3 points à mentionner. Premièrement, le Royaume-Uni salue l'élan créé en faveur de la paix grâce aux travaux de la CAE, de la SADC et de l'Union africaine, qui a culminé avec la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Nous saluons la signature de la déclaration de principe entre la RDC et le M23 à Doha. Deuxièmement, nous condamnons le meurtre de civils par les M23 appuyés par le Rwanda dans le territoire de Rutshuru. Nous condamnons également les meurtres commis par les ADF dans la province de l'Ituri. L'ampleur des violations des droits humains, y compris les violences sexuelles commises par les groupes armés dans l'est de la RDC, nous préoccupe grandement. Nous appelons toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils. Les parties doivent se conformer au cessez-le-feu auquel elles se sont engagées. Les violations qui auraient été commises par le M23 et les groupes Wazalendo nous préoccupent.
tout comme la montée en puissance des déclarations inflammatoires. Nous exhortons les parties à faire montre de retenue, à éviter toute escalade et à se lancer dans un processus de paix constructif. Troisièmement, Monsieur le Président, le Royaume-Uni est préoccupé par les restrictions imposées à la liberté de circulation de la MONUSCO par les M23. Les casques bleus de l'ONU doivent pouvoir s'acquitter du mandat approuvé par le Conseil. Nous saluons la levée des restrictions en matière d'eau et de carburant et nous nous félicitons d'apprendre que les rotations de troupes pour la MONUSCO ont pu avoir lieu. Ces évolutions positives doivent perdurer. En guise de conclusion, nous appuyons tous les efforts de paix dans l'est de la RDC. Nous nous félicitons des efforts déployés par les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine en tant que médiateur et facilitateur. Nous saluons la reprise des négociations entre la RDC et les M23. Les parties doivent maintenant se conformer aux engagements conclus dans le cadre des accords de cessez-le-feu et de protection des civils. Le Conseil de sécurité doit faire le suivi des progrès accomplis. La pleine mise en œuvre de ces accords sera la clé de la pérennisation de la paix et de la prospérité que la population de la RDC mérite. Merci. Je remercie le Royaume-Uni de sa déclaration et donne à présent la parole à la Grèce. Merci, Monsieur le Président. Je remercie également la sous-secrétaire générale Poby pour son exposé complet. Je salue la participation des représentants de la RDC et du Rwanda à notre réunion. Monsieur le Président, nous sommes rassemblés à un moment critique. L'escalade du conflit et l'augmentation des décès en RDC font sombrer les civils et les communautés dans le désespoir. J'ai 3 points à mentionner. Premièrement, nous condamnons fermement les meurtres le mois dernier dans l'est de la RDC de nombreux civils par les M23, appuyés par les forces de défense du Rwanda, et ce malgré le cessez-le-feu récemment conclu à Doha. Nous faisons part de nos sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement de la RDC pour ce qui est l'un des bilans les plus lourds à déplorer depuis la résurgence des M23 en 2022. Nous appelons les M23 et leur appui à cesser les hostilités. Les attaques contre les civils sont des violations graves du droit international. Les auteurs ou les acteurs appuyant ces crimes doivent rendre des comptes dans le cadre d'enquêtes urgentes. Il est plus important que jamais que les signataires de la déclaration de principe de Doha de juillet respectent leurs engagements et préservent le cessez-le-feu alors que les travaux se poursuivent en faveur de la finalisation d'un accord global de paix. Nous appuyons la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC, conformément au droit international et la charte de l'ONU. L'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée. Il convient de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire sans retard. C'est pourquoi la résolution du Conseil de sécurité 2773 appelle à un cessez-le-feu immédiat et au retrait des M23 des zones qu'ils contrôlent dans l'est de la RDC. Cette résolution doit être mise en œuvre. Deuxièmement, nous sommes vivement préoccupés par l'aggravation de la crise qui frappe durement les civils et qui exacerbe la situation humanitaire dans la région, déjà compliquée par 30 ans de conflit. Les attaques et les violences perpétrées par les ADF dans le Nord Kivu, qui ont fait des dizaines de victimes, y compris des femmes et des enfants, se sont accompagnées de kidnappings et de pillages. Nous les condamnons. Nous condamnons fermement les violations du droit international humanitaire et les violations des droits humains. Nous sommes effarés par le nombre incroyable de personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que par les niveaux effarants de violences sexuelles et sexistes et les violations commises contre les droits des enfants. Alors que nous nous exprimons, 28 millions de Congolais souffrent d'insécurité alimentaire grave. À ce sujet, nous appelons toutes les parties belligérantes à protéger les civils et à honorer leurs engagements au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits humains. L'acheminement de l'assistance, surtout de l'assistance vitale pour les plus vulnérables, doit être renforcé et parvenir à tous ceux qui sont dans le besoin, sans retard et sans restriction. Troisièmement, nous réitérons notre appui à la MONUSCO et à sa présence dans l'ensemble de la RDC. Nous sommes préoccupés par
l'obstruction des M23 quant à la mise en œuvre des travaux de la mission, surtout dans l'est du pays. Toute restriction imposée au personnel en tenue ou à la circulation de marchandises est inacceptable. Le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2373 condamnant toute tentative de saper les capacités de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat. Nous répétons que les attaques contre les casques bleus sont constitutives de crimes de guerre et que les auteurs doivent rendre des comptes. Monsieur le Président, il est temps de mettre fin à ce cycle vicieux de violence en République démocratique du Congo. Nous sommes solidaires avec la population de la RDC et nous sommes prêts à coopérer avec les autres États membres et utiliser tous les outils à la disposition du Conseil pour nous atteler à cette situation en toute urgence et créer les conditions propices à la pérennisation de la paix. Merci. Je remercie la Grèce de sa déclaration et donne à présent la parole à la République de Corée. Thank you, Mr. President. I also thank ISG Martha Pope. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame Poby pour son exposé. Je salue les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui participent à la réunion. Monsieur le Président, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC continue de se détériorer malgré les derniers efforts diplomatiques déployés. Une lueur d'espoir se profilait à l'horizon grâce au dialogue et à la diplomatie. Elle est maintenant assombrie par l'ombre de l'impasse. C'est donc à ce moment que nous devons redoubler d'efforts pour garantir la pérennisation de la paix dans la région. Je voudrais mentionner les 3 points suivants. Premièrement, la Corée fait part de ses vives préoccupations quant à l'incapacité des M23 à honorer les engagements au titre de la résolution 2773 et la déclaration de principe signée à Doha le 19 juillet. Au lieu de s'acquitter de ces obligations, le M23 continue de mener des opérations d'offensive dans l'est de la RDC, foulant aux pieds l'esprit et la lettre de la résolution et de ses engagements. Ces mesures sapent les progrès obtenus grâce à la diplomatie régionale et exacerbent une situation déjà précaire. À nouveau, nous exhortons le M23 à cesser toutes les hostilités et à retirer toute présence militaire non autorisée du territoire congolais. Nous implorons tant les signataires de la déclaration de principe, la RDC et les M23, à réaffirmer leur plein engagement en faveur du cessez-le-feu immédiat, que le Rwanda d'éviter de renoncer à appuyer le M23 sous quelle forme que ce soit et à contribuer de façon constructive à la paix dans l'est de la RDC. Deuxièmement, les attaques indiscriminées qui se poursuivent contre les civils perpétrées par les M23 et d'autres groupes armés dans la région sont totalement inacceptables. D'après le HCDH, le M23 est responsable de la mort d'au moins 319 civils, y compris des femmes et des enfants ce mois dernier dans la province du Nord Kivu. Nous sommes aussi choqués par le dernier rapport de Human Rights Watch nous indiquant que le M23 a exécuté de façon sommaire 140 civils en juillet à proximité du parc national des Virunga dans le cadre de meurtres en masse et pour des raisons ethniques. De plus, des informations de la MONUSCO ont confirmé que 52 civils ont été tués ce mois-ci dans le cadre d'attaques perpétrées par les ADF dans la province de l'Ituri. Le plein respect du droit international humanitaire de la part de toutes les parties, et plus particulièrement la protection des civils, est indispensable. À ce sujet, nous félicitons la MONUSCO qui mène un travail courageux et essentiel pour protéger les civils dans des conditions extrêmement difficiles sur le terrain. Nous sommes aussi très préoccupés par l'augmentation des cas de violences sexuelles liées au conflit dans l'est de la RDC.
Les groupes armés utilisent les violences sexuelles comme tactique pour asseoir leur contrôle sur la région. La reddition de comptes est indispensable pour tous les auteurs de ces violences. La République de Corée s'est engagée à lutter contre ces violences et à ériger la paix, notamment grâce à notre contribution de 8,6 millions de dollars en faveur de programmes pertinents mis en œuvre par le PNUD et le FNUAP. Troisièmement, ma délégation exhorte toutes les parties, nationales, régionales et internationales, à redoubler d'efforts diplomatiques en faveur de la stabilité et de la paix pérenne dans l'Est de la RDC. Il est particulièrement essentiel que la RDC et les M23 regagnent sans condition la table des négociations à Doha, sous la houlette du gouvernement du Qatar, pour parvenir rapidement à un accord de paix global. L'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda sous la houlette des États-Unis fait l'objet de discussions, notamment pour ce qui est d'un cadre de coopération économique, et nous espérons donc que les parties honoreront leurs obligations, lèveront les mesures militaires selon le calendrier défini et continueront de renforcer les fondements de l'accord de paix. Nous encourageons la participation active des mécanismes régionaux, y compris l'Union africaine et la plateforme Communauté d'Afrique de l'Est SADC, afin de garantir un avenir meilleur et plus pacifique et plus prospère à la RDC. Merci. À la délégation. Je remercie la République de Corée de sa déclaration et donne la parole à la Slovénie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame Pobi pour son exposé. Monsieur le Président, la Slovénie le réaffirme. Elle est fermement convaincue qu'une paix juste et pérenne en RDC ne sera possible que grâce à un véritable dialogue, l'inclusion et la volonté politique de tous les acteurs. Nous avons systématiquement insisté sur l'importance d'un travail de bonne foi, de la coopération régionale et du plein respect du droit international dans le cadre des efforts de résolution du conflit. Nous avons salué la signature de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda. Mais nous avons insisté que sa valeur ajoutée allait dépendre de la véritable mise en œuvre de l'accord. À ce sujet, le Conseil a été clair et a exhorté la RDC et le Rwanda à honorer leurs obligations et engagements de bonne foi, conformément à la résolution 2773. Nous avons aussi salué les progrès des négociations de Doha facilitées par le Qatar, ainsi que la signature de la déclaration de principe le 19 juillet. Cela devrait constituer une lueur d'espoir. Nous laissons croire que le dialogue peut l'emporter, ainsi que la stabilité. Dans le même temps, nous recevons des informations quotidiennes faisant état de violences horribles commises contre les civils. Nous condamnons fermement l'escalade des violences au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri, aux mains des ADF, de Codeco et des M23, appuyés par les forces de défense du Rwanda, telles que indiquées par le HCDH. Nous sommes effarés par les niveaux de brutalité. Meurtres, kidnapping, violences sexuelles et sexistes, pillage, destruction délibérée de moyens de subsistance. Nous avons aussi été particulièrement choqués par les massacres recensés en juillet dans le territoire de Rutshuru. Près de 319 civils ont été tués. Nous avons aussi été frappés par les attaques à Beni et à Lubero en août, faisant plus de 50 victimes. Ces atrocités viennent s'ajouter à la souffrance indicible de millions de personnes. À nouveau, nous appelons les acteurs armés à cesser toutes les attaques et à pleinement se conformer au droit international, plus particulièrement au droit international humanitaire. Nous saluons la MONUSCO qui redouble d'efforts pour garantir la protection quand c'est possible et nous réaffirmons notre appui en faveur de son mandat. Dans le même temps, nous insistons sur la nécessité urgente de garantir l'accès humanitaire sûr et sans entrave. L'assistance humanitaire doit parvenir à tous ceux qui en ont besoin. Monsieur le Président, en guise de conclusion, la Slovénie appelle toutes les parties à l'accord de paix et à la déclaration de principe à s'engager sincèrement en faveur de la paix. Pour mettre fin aux violences, il faut faire montre de bonne foi
de se lancer sur la voie de la reddition de comptes et de faire de la protection des civils une priorité. Aucune paix juste et pérenne n'a été garantie sans justice, et elle ne saurait être garantie non plus sans respect des droits humains. La Slovénie est donc fermement convaincue que la reddition de comptes pour les violations les plus graves et le respect de l'état de droit doivent être au cœur de tous les efforts de paix en République démocratique du Congo. Merci. Je remercie la Slovénie de sa déclaration et donne à présent la parole au Danemark. Thank you, Mr. President. Let me join others in thanking Assistant. Merci, Monsieur le Président. Je me fais l'écho de mes préopinants et je remercie la sous-secrétaire générale Pobi pour son exposé. Je salue les représentants de la RDC et du Rwanda. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la RDC continue de se détériorer sous nos yeux. Ce dont nous sommes les témoins, c'est une crise qui se caractérise par des violences incessantes, l'impunité et des souffrances humaines indicibles. Les attaques ciblées et effarantes contre les populations civiles dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que l'escalade des violences au Sud Kivu, nous le rappellent douloureusement. La paix dans l'Est de la RDC continue de nous échapper. Nous condamnons fermement les attaques récentes perpétrées par les ADF en Ituri. Nous condamnons tout aussi fermement le meurtre de centaines de civils, y compris d'enfants, par les M23, appuyés par le Rwanda au Nord Kivu. De telles violations sont inacceptables et doivent cesser et doivent faire l'objet de reddition de comptes. Monsieur le Président, je voudrais mentionner 3 points. Premièrement, l'accord de paix du 27 juin conclu entre la RDC et le Rwanda sous la houlette des États-Unis nous a offert une lueur d'espoir rare mais essentielle. Nous faisons l'écho des autres acteurs et appelons à la pleine mise en œuvre de bonne foi de cet accord. De la même façon, nous appelons les parties à travailler de façon constructive et sincère aux négociations à Doha. Nous le rappelons, les deux parties ont accepté les négociations et un cessez-le-feu. Ces engagements doivent être honorés. Que les choses soient claires, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, seule une solution politique, une solution inclusive et intégrant toute la population congolaise. Nous devons aussi insister sur la mise en œuvre de nos propres résolutions, plus particulièrement la 2773. C'est dans cet esprit que le Danemark appelle à nouveau le Rwanda à retirer ses forces de l'Est de la RDC et à cesser son appui au M23. Dans le même temps, nous appelons la RDC à neutraliser les FDLR. Deuxièmement, Monsieur le Président, n'oublions pas que ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut de ce conflit. Leurs souffrances ont été exacerbées par les attaques délibérées, les coupes budgétaires de l'assistance humanitaire, les restrictions de l'accès humanitaire, notamment en raison de la fermeture de l'aéroport de Goma ou encore le pillage d'infrastructures médicales et humanitaires. Entre-temps, les besoins augmentent. Nous rappelons que toutes les parties de l'Est de la RDC doivent respecter les civils, honorer leurs engagements au titre du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits humains. Nous appelons tous les auteurs à être traduits en justice et nous appelons à garantir la coopération avec les enquêtes internationales et le HCDH. La justice n'est pas facultative. Monsieur le Président, et enfin, dernièrement, nous appuyons la MONUSCO qui continue de s'acquitter de son mandat dans des circonstances véritablement complexes. Nous sommes vivement préoccupés par les restrictions imposées aux opérations de la MONUSCO, notamment dans les territoires contrôlés par les M23. Nous appelons toutes les parties à respecter la liberté de circulation de la mission. De telles mesures d'obstruction sont des violations claires de la résolution 2773. Monsieur le Président, en guise de conclusion, la population de la RDC ne se limite pas à des chiffres. Ce sont des parents, des filles, des fils, des agriculteurs, des enseignants, des commerçants. Et aujourd'hui, cette population a un besoin désespéré de protection, de vivre dans la dignité et de pouvoir espérer. Nous exhortons les parties belligérantes à mettre fin aux violences, à honorer leurs obligations et à protéger les civils. Merci. Je remercie le Danemark de sa déclaration et je donne à présent la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous remercions la sous-secrétaire générale Marta Pobi pour son exposé.
Nous saluons la participation à la réunion des représentants de la RDC et du Rwanda. Depuis la fin du mois de juin, nous avons avec optimisme suivi les progrès des efforts diplomatiques internationaux visant à régler la crise dans l'est de la RDC. Toutefois, la réalité nous l'a démontré. Ce conflit armé de longue date, impliquant de nombreux groupes armés illégaux et d'acteurs extérieur dispose de sa propre dynamique qu'il est difficile d'inverser. Nous déplorons que malgré les résultats positifs obtenus lors des négociations à Washington et à Doha, les menaces qui pèsent sur les civils congolais perdurent. Que du contraire, dans l'est de la RDC, on constate une véritable dégradation de la situation sécuritaire. Comme nous le savons, ces derniers mois, des attaques violentes des M23 et des ADF ont fait des centaines de victimes civiles. Nous condamnons fermement ces violences inacceptables. Nous faisons part de nos condoléances aux proches et aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement de la RDC. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. Nous sommes aussi vivement préoccupés par les conséquences humanitaires de cette nouvelle flambée des violences. Il faut absolument y mettre fin. Des millions de Congolais sont las de ces souffrances et craignent pour leur vie tous les jours. Nous le répétons à nouveau, il ne saurait y avoir de solution militaire pour régler la crise de façon durable. Cette crise ne saurait être réglée que grâce à des accords politiques qui tiendraient compte des véritables intérêts de toutes les parties concernées. Nous comptons que les parties à l'accord et aux négociations de Doha honoreront leurs engagements dans le cadre de la déclaration des principes et continueront de travailler à la réalisation d'un accord de paix global. Il est également essentiel que Kigali et Kinshasa s'attellent à la mise en œuvre des engagements qu'ils ont conclus officiellement le 27 juillet de cette année. Et il est clair que la condition sine qua non pour stabiliser la situation dans l'est de la RDC sera de garantir la cessation de la coopération des gouvernements avec des groupes armés illégaux. Cela a été confirmé à l'unanimité par le Conseil dans la résolution 2773, dont les dispositions clés, comme nous le montre la situation, sont toujours pertinentes. Je le rappelle, elles se fondent sur des solutions régionales élaborées dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi et s'inscrivent dans les paramètres conclus dans la plateforme CAE-SADC. Je souligne également que, étant donné les circonstances actuelles, il convient de renforcer le rôle des acteurs régionaux. À cet égard, nous saluons les efforts de médiation de l'Union africaine, de la CAE et de la SADC dans le cadre d'un mécanisme uni sous la houlette de l'Union africaine. Nous espérons que les actions iront en faveur de la paix et de la sécurité dans la région des Grands Lacs. La situation dans l'est de la RDC dépend aussi du gouvernement congolais qui doit renforcer la reddition de comptes, l'efficacité du secteur de la sécurité, de l'armée et des forces de l'ordre et doit rétablir le contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire du pays. Nous sommes convaincus que la MONUSCO peut et doit contribuer à ces efforts. Il convient également donc de renforcer l'efficacité des travaux des casques bleus en matière de protection des civils. Cela devrait permettre de rétablir l'importance de la présence de la mission dans la zone de conflit. Ce sera un véritable facteur de retenue à prendre en compte. Nous estimons que pour cela, il convient donc de façon impartiale et efficace tirer
les conclusions de la capacité de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat, notamment suite aux événements du Nord et du Sud Kivu depuis janvier de cette année. Toutes ces mesures devraient apporter des résultats concrets pour mettre fin aux confrontations aux menaces que subit le pays, et cela devrait contribuer au rétablissement de conditions de vie pour des millions de Congolais. Nous sommes prêts à contribuer au règlement de la crise dans la région, conformément à la charte et en coopération et conformément aux résolutions spécialisées du Conseil. Merci. Je remercie la Fédération de Russie de sa déclaration. Et donne la parole au Pakistan. Merci, Monsieur le Président. À notre tour, nous remercions la sous-secrétaire générale, Madame Bobby, de son exposé circonstancié. Un exposé qui nous montre quels progrès ont été réalisés, mais quels obstacles perdurent également. Donc, un exposé source. July between the DRC. Le 19 juillet, entre le gouvernement de la RDC et le M23 sous facilitation du Qatar. C'est là l'occasion de rétablir la confiance et de jeter les fondements de la paix. Cependant, tout dépendra de la mise en œuvre vérifiable. Et comme la sous-secrétaire générale par la MONUSCO, malgré ces circonstances adverses, la mission doit avoir les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace de son mandat, avec une totale liberté de circulation. Le retrait du Sud Kivu a eu des conséquences All ongoing regional and international les efforts régionaux internationaux en cours, y compris les efforts des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine.
Chers collègues, il est rare de voir tant d'efforts converger pour appuyer la paix. Nous exhortons les parties à saisir cette occasion qui se présente et à mettre en œuvre les accords, car nous pensons que ces efforts peuvent Povi por sus valiosas contribuciones. Et nous la remercions de ses précieuses contributions. Nous saluons les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui nous font l'honneur de leur présence. Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à une vague de violence échappant à tout contrôle dans la République démocratique du Congo. Nous avons aussi vu la superficialité des engagements souscrits dans le cadre de nombreux dialogues. Au mois de juillet, le M23 a commis des massacres, assassinant plus de 140 civils, essentiellement dans des communautés Hutus, lors d'un des épisodes les plus sanglants depuis leur résurgence en 2021. En parallèle, les forces démocratiques alliées, proches de l'extrémisme djihadiste, ont redoublé leurs attaques au Nord Kivu et en Ituri, coûtant la vie à au moins 52 civils depuis le début du mois d'août. L'une des attaques les plus odieuses est survenue à Komanda, lorsque des insurgés ont fait irruption dans une église pendant une veillée nocturne et ont ouvert le feu à l'aveugle sur les fidèles, tuant près de 40 personnes, dont des femmes et des enfants. Ces faits sont d'autant plus alarmants qu'ils surviennent en parallèle à des processus de paix récemment convenus et dont les engagements ne sont purement et simplement pas honorés. L'accord bilatéral passé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé à Washington le 27 juin dernier, cet accord contenait des engagements très clairs. Le retrait des troupes étrangères dans un délai de 90 jours, la création d'un mécanisme de sécurité conjointe, ainsi que des opérations menées contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Toutefois, les délais n'ont pas été tenus. La réunion du mécanisme conjoint n'a pas eu lieu, le retrait des troupes n'a pas commencé et les opérations de neutralisation des milices n'ont pas débuté. De même, le 18 août n'a pas été respecté en tant que date butoir pour parvenir à un accord définitif entre le gouvernement de la RDC et le M23 et il n'y a pas eu de résultat concret. Et même si nous saluons les négociations avec la médiation du Qatar, le fait est que les parties ne semblent pas désamorcer les tensions sur le terrain. Au contraire, elles consolident leur position militaire. Ce décalage entre les engagements pris et la réalité sur le terrain est une source de vive préoccupation. Très chers collègues, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne sont pas négociables. Le Conseil de sécurité a condamné à plusieurs reprises la présence de forces étrangères non autorisées ainsi que l'imposition d'administrations parallèles par le M23. Nous le répétons, toute présence militaire étrangère non autorisée doit immédiatement se retirer. En outre, les groupes armés, qu'il s'agisse du M23, des forces démocratiques alliées, des forces démocratiques pour la libération du Rwanda ou autres, doivent immédiatement cesser leurs attaques et respecter les cessez-le-feu. Les États voisins
ayant une influence sur le terrain ont pour responsabilité d'agir en toute bonne foi en s'abstenant d'apporter un soutien direct ou indirect qui risquerait de nourrir le conflit. La RDC, quant à elle, doit redoubler ses efforts afin de démanteler toutes les milices présentes sur son territoire et doit honorer l'engagement pris de neutraliser les forces démocratiques pour la libération du Rwanda et garantir la protection de la population. Au nom du Panama, nous condamnons catégoriquement les massacres récemment survenus, ainsi que toutes les violations des droits humains et du droit international humanitaire commises en RDC. L'impunité ne peut prévaloir. Les auteurs de crimes de guerre doivent rendre des comptes, quel que soit leur rang ou leur affiliation. Chers collègues, le Conseil de sécurité doit envisager des sanctions supplémentaires à l'encontre de celles et ceux qui financent ou soutiennent les groupes armés. Il convient de renforcer les mécanismes de suivi et d'enquête pour traduire les coupables en justice. Le peuple congolais mérite davantage que de vaines paroles. Il mérite la paix, la sécurité, la dignité. Nous ne pouvons accepter que les accords restent lettre morte alors que les armes résonnent plus fort que les engagements pris. En tant que président du Conseil de sécurité, le Panama réitère son attachement à une neutralité active en défense des principes de la Charte des Nations Unies pour promouvoir des règlements pacifiques. Merci. Vuelvo a asumir las funciones de la presidencia. Je reprends mes fonctions de président du Conseil de sécurité. Et je donne à présent la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, je remercie les États-Unis et le Panama d'avoir convoqué et organisé cette réunion d'urgence, ainsi que le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, pour son engagement constant à la cause de mon pays. Je remercie particulièrement la sous-secrétaire générale, Madame Martha Pobi, pour son briefing de ce matin. Monsieur le Président, l'Est de la République démocratique du Congo subit depuis trop longtemps la guerre. À partir de 2021, l'agression de la coalition RDF M23 a plongé nos provinces dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés. Le pic a été atteint en janvier et février 2025 lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et les terroristes de l'AFC M23. Par sa résolution 2773, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025, votre Conseil a exigé le retrait immédiat du M23 et de la RDF et la fin de tout soutien rwandais. Or, ces dispositions restent jusqu'à ce jour lettre morte. Alors que l'application des dispositions de cette résolution se fait encore attendre, nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique qui ont créé les conditions de dialogue favorables à la conclusion, le 27 juin 2025, à Washington, d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Accord qui prévoit le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise. Un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif sur le respect de l'intégrité territoriale et de la République démocratique du Congo et l'arrêt des hostilités. Dans le même esprit, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé à Doha, au Qatar, une déclaration de principe sous forme d'un accord préliminaire au terme duquel les parties s'engagent à travailler ensemble pour trouver une solution pacifique au conflit. Le document énonce les bases
et les valeurs fondamentales qui guideront les actions des parties concernées dans le cadre de ce processus de paix. Il vise à établir un cadre pour les négociations futures et à définir les objectifs communs à atteindre pour la paix et la stabilité dans la région. Je voudrais saisir également cette opportunité pour remercier l'État du Qatar pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de l'AFC M23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. J'en veux pour preuve les faits ci-après. Tenez, au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par la coalition AFC M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 et dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025. 2. Les informations recueillies par les services compétents, corroborées notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, établissent que la majorité des victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement. Pour la seule période du 2 juillet au 2 août 2025, ces exactions se sont accompagnées de violations graves comprenant plus de 125 cas de violences sexuelles, des centaines de recrutements forcés, y compris d'enfants, plus de 300 actes de torture, des pillages et incendies de biens, ainsi que la transplantation de populations non identifiées dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Troisièmement, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo met en évidence, de manière incontestable, le lien structurel unissant le M23 au Rwanda. Il y est également établi que le Rwanda maintient un soutien actif, militaire, logistique et opérationnel à ce mouvement armé, ce qui alimente directement la poursuite des massacres, provoque des déplacements massifs et forcés de population et accentue la déstabilisation persistante de l'Est de la République démocratique du Congo, faits qui ont été confirmés ce matin par le briefing de Mme Pobi. Monsieur le Président, ces crimes ont une dimension ethnique manifeste. Des civils, notamment Hutus, ont été visés pour leur seule appartenance ethnique. C'est une tentative délibérée de remodeler par la violence le tissu social congolais. Face à ces preuves, la République démocratique du Congo demande au Conseil de renforcer sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais, de condamner la transplantation par l'AFC M23 de populations non identifiées sur le territoire congolais. En défendant sa propre résolution 2773, le Conseil protégera les civils, rétablira la crédibilité du processus de paix et imposera enfin la reddition des comptes. L'histoire récente de ce Conseil regorge de précédents où des sanctions ciblées ont été décidées contre des partis engagés dans des processus de paix dès lors qu'elles les sabotaient par des massacres et des violations massives. Le Conseil a déjà démontré que les sanctions ne sont pas contraires à la paix, mais au contraire nécessaires pour la rendre possible. Il n'y a aucune raison que le cas de la République démocratique du Congo fasse exception. En refusant d'imposer de telles mesures contre le M23 et ses soutiens rwandais,
le Conseil s'exposerait à cautionner l'impunité, à miner sa propre résolution 2773 et à éroder sa propre crédibilité et légitimité. Aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et demeure au cœur de l'action gouvernementale. Le Conseil de sécurité ne saurait demeurer spectateur devant l'enracinement de l'impunité. La justice et des sanctions rigoureuses constituent des conditions préalables et non accessoires à tout règlement durable et équilibré du conflit. Pour la République démocratique du Congo, la priorité demeure la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère, comme cela a été le cas depuis bientôt 3 décennies. J'invite donc le Conseil de sécurité, organe principal des Nations Unies, en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale, de bien vouloir veiller à la mise en application intégrale des dispositions de sa résolution 2773 du 21 février 2025. Dans cette optique, les garants de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principe de Doha devraient être encouragés à s'activer davantage pour mettre un terme définitif à cette guerre insensée qui cause d'indicibles souffrances aux populations congolaises vivant dans les zones sous contrôle de la coalition RDF-AFC M23. Dans ce contexte, le gouvernement appelle, avec la plus grande insistance, le Conseil de sécurité à assumer pleinement sa responsabilité en mobilisant sans délai tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A/HRC RES/S/37/1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il est impératif que cette commission établisse toute la vérité sur les crimes commis dans ce contexte d'agression, identifie sans ambiguïté leurs auteurs, commanditaires et complices, et veille à ce qu'ils soient traduits en justice. Elle devra également recommander des mesures de responsabilisation, y compris la transmission d'éléments au comité de sanctions du Conseil, afin que ces conclusions débouchent sur des décisions contraignantes et contribuent à empêcher la répétition de toutes sortes de massacres, en ce compris les massacres à caractère ethnique. Je vous remercie. Agradezco. Je remercie la République démocratique du Congo de sa déclaration. Et je donne à présent la parole au Rwanda. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir convoqué la présente séance et je remercie la sous-secrétaire générale de sa présentation. Et je vous remercie tous et toutes, mesdames et messieurs, de vos déclarations. Le Rwanda réitère son plein et entier soutien envers les efforts de paix actuels, notamment les volets de Washington et de Doha. Parvenir à une paix pérenne passe par l'engagement et une attitude constructive de toutes les parties. Nous remercions les États-Unis d'Amérique, le Qatar et les dirigeants de la région de leurs remarquables efforts en la matière. Preuve concrète de sa volonté politique, le Parlement rwandais a ratifié à l'unanimité l'accord de paix de Washington le 29 juillet 2025. Les processus de Washington et de Doha, ainsi que le cadre CAE-SADC sous coordination de l'Union africaine, représentent une occasion sans précédent de s'attaquer aux causes profondes d'une crise en mettant l'accent sur les résultats. Le conflit en RDC touche
la sécurité et la situation humanitaire au Rwanda. Des vagues de violence et de discrimination ont poussé plus de 100 000 réfugiés au Rwanda. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Pendant 30 ans, le Rwanda a défendu sa population face aux attaques des FDLR appuyés par Kinshasa et leurs affiliés. Il est donc dans l'intérêt vital du Rwanda que la RDC soit pacifique et bien gouvernée, que les causes profondes du conflit soient réglées et que l'on parvienne à une paix pérenne et à la prospérité. Voilà pourquoi les processus de Washington et de Doha sont absolument essentiels. Voilà également pourquoi le Rwanda prie le Conseil de sécurité de pleinement appuyer ses efforts et d'exiger de toutes les parties qu'elles rendent des comptes. Monsieur le Président, la séance de ce jour survient alors que sont proférées de graves allégations fallacieuses à l'encontre de mon pays. Le Rwanda est prêt à coopérer avec toute enquête crédible et indépendante, comme nous l'avons fait par le passé, y compris dans le cadre de la mission d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme dans la région. S'agissant du massacre de civils qui aurait lieu à Rutshuru, les premiers rapports étaient contradictoires, vagues, voire carrément implausibles. Seule une enquête indépendante et impartiale permettra au Conseil d'être saisi de faits fiables. Il s'agit ici de défendre la crédibilité même de ces entités. Nous mettons en garde le Conseil de sécurité face au risque de mésinformation et de désinformation, y compris de la part d'acteurs qui pourtant devraient afficher le plus haut professionnalisme. Nous sommes particulièrement préoccupés par une tendance qui existe depuis longtemps de rapports sélectifs s'agissant des droits humains en RDC, où les victimes sont présentées comme les auteurs de crimes et vice-versa. Alors que l'on se concentre excessivement sur les violations présumées de la FCM 23, le Bureau conjoint des droits humains des Nations Unies et autres acteurs ont systématiquement fait fi des atrocités incontestables et avérées commises contre les civils à Minembwe au sud Kivu, à Nturo sur le territoire de Masisi et dans l'Ituri, y compris les frappes de drones contre des zones civiles en violation du droit international humanitaire, les arrestations arbitraires, les détentions massives en raison de l'appartenance ethnique, des humiliations publiques ciblant des communautés spécifiques et la propagation de discours déshumanisants dans les écoles et les lieux de culte. En entendant les déclarations de certaines délégations dans cette salle, je me rends compte qu'il y a une désinformation organisée qui a de lourdes conséquences, plus lourdes encore que nous ne l'avions pensé. Il n'est nullement question de l'appartenance ethnique que des soi-disant victimes. Le rapport dit que l'information a été transmise par téléphone et satellite. Est-ce que la vérification de l'appartenance ethnique s'est faite par téléphone et satellite? Le Conseil de sécurité tombe dans le piège de l'idéologie d'une ethnisation de la situation à RDC. Appeler à la tenue d'une enquête, ce n'est pas trop demandé. Enquêtez. Faites le minimum. Demandez aux auteurs du rapport initial de faire un peu plus. Il y a une délégation qui a dit à juste titre que les êtres humains ne sont pas des statistiques. Or, pour le moment, ils sont traités comme une simple statistique. Qui sont les victimes dont on parle? Comment avez-vous déterminé leur appartenance ethnique? Ce sont des questions fondamentales que doit poser le Conseil de sécurité. Ce n'est pas un hasard que ces campagnes surviennent à un moment politiquement sensible tel que maintenant, à un moment où les partis s'apprêtent à revenir à la table des négociations à Doha et commencent à mettre en œuvre l'accord de paix de Washington, y compris
l'accord sur la neutralisation des FDLR appuyé par la RDC. Ce groupe est le principal responsable de conflits, des violences et des violations des droits humains à l'est de la RDC. La sélectivité sape la crédibilité des rapports de l'ONU et l'application véritable du principe de responsabilité. C'est une question qui a été officiellement soulevée par le Rwanda au Conseil de sécurité et auprès du secrétaire général à maintes reprises. Le Rwanda est vivement préoccupé par les violations récurrentes du cessez-le-feu commises par les forces de la RDC ces dernières semaines, y compris par le Wazalendo et les unités des FDLR appuyées par la RDC qui obéissent aux ordres du gouvernement de la RDC. Nous sommes préoccupés également par les rapports sur les renforts militaires à Uvira et dans d'autres zones et les conséquences que cela a sur l'engagement de la RDC envers le processus de paix. En outre, la RDC et certains pays ayant des intérêts historiques n'ont fait que minimiser ou dissimuler même l'existence et la dangerosité des activités des FDLR appuyées par la RDC. Le M23 appuyé par le Rwanda, et je cite, c'est quelque chose qui a été dit à maintes reprises, mais personne n'a parlé des FDLR appuyés par Kinshasa. Est-ce faute de preuves que les FDLR sont appuyés par le gouvernement de Kinshasa? Je sais que vous avez une méthode de travail au Conseil de sécurité où vous adoptez un certain libellé. Mais n'y a-t-il pas de critères objectifs à l'heure d'adopter un libellé? Est-ce que ce sont les preuves qui manquent? Même dans vos propres rapports, le gouvernement de Kinshasa appuie les FDLR. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont? Permettez-moi de vous rappeler qui sont les FDLR. Les FDLR sont le reliquat de ceux qui tuaient des dizaines de milliers de personnes chaque jour en 94 quand vous avez adopté la résolution 1912 pour retirer les forces de l'ONU du Rwanda. Ils ont continué de tuer chaque jour 10 000 personnes quand vous avez adopté la résolution 929 pour leur permettre de fuir vers la RDC. Ce sont ces mêmes personnes qui continuent de chercher à atteindre leur objectif. Oubliez les capacités militaires. Moi, je parle de leur objectif, de leur intention. Dans l'esprit de la Convention de 48, c'est quelque chose qui doit concerner le Conseil de sécurité. La question des FDLR, dans vos déclarations, revient à être une arrière-pensée presque. Ce n'est pas acceptable. C'est au cœur même du problème en RDC. Ça doit être traité en tant que tel. Nous sommes également déçus de voir que la RDC n'a pas accepté de lancer le concept d'opération afin de neutraliser les FDLR appuyés par Kinshasa lors de la première réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, le CETUD, mais nous continuons d'espérer qu'il sera possible de rectifier le tir lors de la prochaine séance. Au nom de mon gouvernement, sachez que le Rwanda sait ce qu'il faut faire pour honorer nos engagements en vertu de l'accord de Washington et ce qu'il faut faire pour parvenir à pérenniser la paix dans la région et à l'est de la RDC. Avant de conclure, permettez-moi encore de faire une déclaration d'ordre général. Alors, en effet, l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas négociable. Il en va de même pour l'intégrité territoriale des voisins de la RDC, le Rwanda y compris. L'intégrité territoriale et les obligations de tout membre de l'ONU supposent un traitement équitable des citoyens. La souveraineté est assortie d'obligations. La RDC doit cesser de maltraiter ou de traiter une partie de sa population comme des citoyens de deuxième zone. Et le Conseil de sécurité doit assumer son obligation de défendre ce principe fondamental de l'ONU. Tout être humain doit bénéficier d'une protection sur un pied d'égalité. Le
Conseil doit rappeler que toute victime et victime potentielle doit pouvoir attirer votre attention. Merci. Je remercie le Rwanda de sa déclaration. La délégation de la République démocratique du Congo a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 21 février 2025, lorsque le Conseil de sécurité s'est réuni dans cette salle pour adopter sa résolution 2773, l'atmosphère qui s'est dégagée de cette salle suggérait que le Conseil de sécurité se réservait le droit de revenir ici, évaluer le degré de la mise en œuvre de sa résolution 2773 et prendrait des mesures conséquentes en cas de non-exécution des obligations par l'une des parties. Aujourd'hui, je crois que la tâche qui vous est réservée, c'est justement celle-là. Vous avez constaté, ainsi que tous les organismes du système des Nations Unies, les rapports nous en ont été faits ce matin, que c'est le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui mettent en mal l'exécution de la résolution 2773 ainsi que les différents accords qui ont été conclus jusque-là. Le Conseil devra donc prendre ses responsabilités. Je voudrais revenir sur un seul point, Monsieur le Président. Il n'est pas étonnant que le Rwanda remette en cause le rapport sur les massacres commis par le M23. Cela fait partie de l'ADN du Rwanda. Ils agissent par le M23 interposé et le soutiennent. Aujourd'hui, le Rwanda voudrait mettre sur le même pied d'égalité ce qu'ils appellent le soutien de la RDC aux FDLR. Mais ce sont des railleries. Nous avons vu, lors de la chute de Goma et de Bukavu, les images existent, les satellites ont démontré, les colonnes de troupes rwandaises pénétrant la ville de Goma en pleine journée. Et où est-ce qu'on a vu les FDLR soutenus par l'armée congolaise quelque part? Ça n'existe pas, c'est un leurre. Nous savons que le Rwanda est au Congo pour exploiter les minéraux du Congo. Ça, c'est connu de tout le monde. Les différents rapports l'ont toujours démontré. Nous n'allons pas vous retenir longtemps. Vous êtes suffisamment édifiés sur cette question. Nous pensons que les mensonges n'ont plus droit de citer devant cet auguste Conseil de sécurité. Monsieur le Président, j'ai dit, je vous remercie. Je ne reprendrai plus la parole. Agradezco a la delegación. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa nouvelle déclaration. La délégation du Rwanda a demandé la parole afin de faire une nouvelle déclaration. Je vous donne la parole. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très rapidement, je rappelle que le Rwanda va se conformer à ses engagements dans le cadre de l'accord de Washington. S'agissant de la résolution 2773, elle stipule ce que doit faire le gouvernement de la RDC. Et je ne vais donc pas répéter comment la RDC appuie les FDLR, étant donné qu'il y a de nombreuses preuves disponibles pour le Conseil et les Nations Unies. S'agissant des minerais et minéraux, eh bien, si vous pouvez confirmer
que les troupes du Rwanda peuvent se rendre à pied en RDC, eh bien, vous devriez aussi pouvoir confirmer que nous disposons des mêmes ressources sur notre territoire. Délégation de Rwanda. Je remercie la délégation du Rwanda de cette dernière déclaration. Il n'y a plus d'autres demandes de parole. La séance est levée.